Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? Ça va bien Hamza, j'espère qu'il en est de toi. La même chose pour toi. C'est terrible, je devrais essayer d'arrêter de faire des belles phrases. Tu vas bien Hamza? Oui, voilà, faut parler normalement, parce que sinon, oui. Non, t'as tout à fait raison. Écoute, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est intéressant. Alors, écoute, aujourd'hui, on fait quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que, tu le sais pertinemment puisque tu n'as pas préparé de slide pour cette présentation. En fait, on commence une série sur comment créer son entreprise à l'étranger. Donc, en fait, c'est pour tous nos compatriotes, où qu'ils soient dans le monde d'ailleurs et qui veulent changer de pays. Et même ceux qui sont déjà à l'étranger. Hein. Voilà. Oui, ils peuvent déjà être à l'étranger. Et en fait, donc aujourd'hui, on va commencer comment créer son entreprise à Dubaï. Et à Dubaï, il y a un métier pour ça, pour aider les gens dans les formalités, dans les démarches, des gens qui sont un petit peu des points centraux. C'est une vraie profession et ça s'appelle PRO. Et donc, on va recevoir un PRO. Ah, génial, génial. Et en plus, le PRO qu'on va recevoir, il est aussi entrepreneur, c'est sa société. Oui. Donc, on va utiliser aussi peut-être un petit peu de son vécu en deuxième partie d'émission pour lui poser un peu des questions plus d'entrepreneuriat, à voir comment il s'est installé, les difficultés que lui-même a rencontrées, etc. en tant qu'entrepreneur. Donc, ça va servir deux objectifs principalement. Oui, tout à fait. Et eh bien, écoute, on va tout de suite recevoir Sergio. Bonjour Sergio. Bonjour Thierry, comment ça va? Ça va. Salut Sergio. Voilà. Ça va? Donc je vous présente notre invité, Sergio Morgado. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Sergio? Oui, tout à fait. Je m'appelle Sergio Morgado. J'ai créé ma société Relocation Dubai en 2009. J'étais basé en Europe, je me suis installé ici. Je travaillais à l'époque pour une société de commerce de produits pétroliers. Et comme tout le monde, j'ai débarqué à Dubaï en espérant d'avoir un petit peu le rêve de Dubaï, de vivre le rêve de ce pays magnifique. Donc à l'époque, quand je me suis installé ici, le but c'était de créer la société pour laquelle je travaillais, une filiale de la société pour laquelle je travaillais. Donc, quand j'ai démarré à Dubaï en 2009, c'était à l'époque juste après la crise, à la fin de la crise de 2008. Ouais. Donc, Dubaï n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Et la première société que j'ai dû créer à l'époque, c'était à la Jumeirah Lake Towers. Donc, il faut savoir pour tous ceux qui habitent ici à Dubaï en ce moment, on sait que c'est une free zone, que c'est aussi un quartier résidentiel. On va en parler, oui. Tout à fait. Donc, pour moi à l'époque, c'était la découverte de Dubaï. Donc on s'est posé la question, comme beaucoup de personnes qui arrivent ici à Dubaï pour la première fois, est-ce qu'on va créer notre société dans une free zone, dans une zone franche, ou est-ce qu'on va la créer à Dubaï, dans la ville de Dubaï? Donc et après il y a toute une discussion qu'on peut avoir sur les formalités. Alors justement, on va parler de tout ça, ouais. On va parler de tout ça, mais toi, juste un point, pardon de te couper Sergio, juste un point. Toi, la société Relocation Dubai en soi, c'est depuis combien d'années vous êtes en Oui, alors Dubaï? on l'a créé presque dans la foulée parce que j'ai créé la première société pour laquelle je travaillais à l'époque et je me suis rendu compte qu'il y avait un tas d'obstacles. Et je pense qu'en 2009, il y avait un tas de tâches administratives pour lesquelles j'étais pas préparé. Donc je débarquais à Dubaï, je ne connaissais pas les règles de Dubaï. Et en me rendant compte qu'il y avait quand même la partie administrative que je maîtrisais pas, je me suis posé la question pourquoi ne pas créer ma société pour aider les gens comme moi à pouvoir avoir la société, je vais pas dire en temps réel, mais dans des délais beaucoup plus courts que si on le fait nous-mêmes. Et c'était ça un petit peu l'esprit derrière ma décision. Enfin, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer la société en 2009. Et c'était une époque, j'avoue que c'était pas la meilleure époque pour venir s'établir à Dubaï. Donc après, comme pour tous ceux qui habitent ici à Dubaï, on a vu une période de forte croissance à partir de 2012, je dirais 2012. Donc, mais c'était des années un peu plus difficiles pour démarrer, mais ça m'a permis aussi de démarrer en douceur. D'accord? Donc c'est un petit peu moi en tant que
potentiel investisseur à Dubaï, en tant qu'entrepreneur à Dubaï, à l'époque, c'était pas ma société, mais je me suis rendu compte que c'était moi qui faisais tous les documents. Donc, c'était une opportunité que j'ai trouvée et heureusement que j'ai pris cette décision. Et depuis, tu as aidé combien de sociétés à s'implanter ici? Alors, parce qu'après, entre 2009 et 2012, on a fait un tas d'autres choses, mais à partir de 2012, on a créé environ, je dirais, plus de 100 sociétés. Je dis, en ce moment, on a une centaine de clients actifs. On a créé plus de sociétés, mais malheureusement, il y a eu quelques sociétés qui ont dû fermer, qui sont parties dans d'autres pays. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne centaine de sociétés actives. Et quand je dis actives, ce sont des sociétés qui sont toujours là et qui font aussi de la croissance, d'accord, qui continuent. C'est bien, tu as de l'expérience. Donc, tu as de l'expérience. C'est des sociétés dans un secteur en particulier ou c'est un petit peu beaucoup de secteurs C'est ça l'avantage, c'est que nous venons tous ici avec une idée, en espérant que ça soit une idée brillante. Et donc, on a effectivement beaucoup de sociétés dans le conseil, dans l'informatique mobile, dans le trading, dans le commerce de gros, dans le commerce de tout dans tous les secteurs. En fait, il n'y a pas de secteur spécifique, il y a un peu de tout. Sergio, qu'est-ce que c'est un PRO? C'est quoi? En fait, qu'est-ce que tu vas faire j'ai envie de te dire pourquoi je devrais utiliser un PRO. Et si je me disais non, je le ferais tout seul? Alors, le PRO ici à Dubaï, ce n'est pas ce qu'on comprend normalement quand on parle de PRO à l'étranger. C'est Public Relationship Officer. C'est une personne qui fait la partie marketing, etc. C'est pas le cas ici à Dubaï. Ici à Dubaï, c'est une personne qui connaît Dubaï, qui est sur le terrain tous les jours et du coup qui aide les sociétés et les personnes à s'installer à Dubaï en anticipant des éventuels obstacles, en anticipant des éventuels changements de règles, de lois, etc. Il faut savoir que Dubaï est un pays qui est en forte croissance depuis des années. Et c'est normal, et qui essaie toujours d'être à l'avant-garde de tout, et c'est normal que les règles changent. Dans le sens où on a maintenant des procédures beaucoup plus simplifiées qu'il y a quelques années. Mais il faut le faire tous les jours pour être à jour au niveau de tous ces changements. Et le PRO, c'est la personne qui va, main dans la main, aider l'entrepreneur et la famille à s'installer à Dubaï. C'est surtout ça. D'accord. Mais alors, le PRO, est-ce qu'il aide l'entrepreneur dans le sens où il lui trouve des clients, il lui trouve des fournisseurs ou ça n'a rien à voir? Alors, le rôle du PRO, tout d'abord, est de comprendre le business model, l'activité de l'entrepreneur ou de la société. Et avec l'entrepreneur, avec le chef d'entreprise, décider quelle est la free zone ou la structure légale la plus adaptée au projet. D'accord. C'est très administratif et il faut bien connaître l'activité de la société pour bien conseiller. Le rôle du PRO, ce n'est pas le rôle d'un distributeur ou d'un agent commercial. Le PRO n'est pas là pour aider les sociétés à développer leur business, à développer leurs activités, à chercher des clients. Ce n'est pas le rôle d'un PRO. Ça, par contre, évidemment, toute personne qui vit ici à Dubaï, nous avons tous notre réseau et si on peut aider les gens grâce à notre réseau, tout le monde le fait. Mais ce n'est pas le rôle du PRO. D'accord. Et du coup, quels sont les différents services? Alors, si je t'approche un jour, est-ce que c'est juste m'obtenir une licence commerciale? C'est tout ce que tu fais ou il y a plein d'autres choses que tu peux, sur lesquelles tu peux m'aider? Alors, pour te dire comment est-ce que nous, et je parle pas de moi, je parle de nous en général dans l'industrie, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on essaie de comprendre qui est l'actionnaire, si c'est une personne physique ou une personne morale, de l'entité qu'on va créer ici à Dubaï. Quel est le secteur d'activité? Si les clients vont être à Dubaï, si les clients vont être à l'étranger, dans d'autres pays, si la structure... Excuse-moi, pardon. Quand tu dis client, tu parles de client de l'entreprise ou de... Pardon. Client de l'entreprise. D'accord. Et je dis ça parce que derrière, pour tous ceux qui habitent à Dubaï, nous savons que les free zones, à la base, nous créons des sociétés en free zone pour vendre nos services ou marchandises à l'étranger, à l'international ou dans d'autres free zones, tandis que si nous créons une société dans la ville de Dubaï, le but c'est plutôt pour faire du B2C, donc vendre au client final. Donc c'est pour cela que nous, les PRO, les consultants, etc., on essaie de comprendre qui vont être les clients des sociétés qu'on va créer. Parce qu'en fonction de ce choix, on peut décider si c'est plutôt free zone ou plutôt société créée à Dubaï. D'accord.
D'accord, d'accord. Et alors, une fois que à part les licences justement de société, enregistrer les sociétés administrativement avec le gouvernement et obtenir la licence de commerce finalement, qu'est-ce qu'un PRO fait d'autre? Alors, tout d'abord, il y a la partie création de la société, d'accord? Il faut savoir aussi qu'à Dubaï, il y a deux possibilités de faire des sociétés. Soit des sociétés en free zone avec un bureau virtuel. Ce n'est pas vraiment un bureau virtuel, ça n'existe pas. C'est effectivement, il y a ce qu'on appelle un business center, un centre d'affaires, où là, les employés de la société peuvent utiliser un certain nombre d'heures de ce centre d'affaires. Et il y a cette option, ou alors il y a l'option aussi d'avoir un vrai bureau, d'accord? Et donc, même le choix du bureau, pour nous, ça peut paraître très simple, mais il y a des inspections, il y a quand même certaines mises en place de systèmes pour que le bureau soit reconnu par la Free Zone ou aussi par la Dubai Economic Department, où on crée les sociétés à la ville de Dubaï. Et dans ce cas-là, c'est une partie très importante. Il faut faire comprendre, parce qu'en Europe, je pense que nous obtenons le KBIS, l'extrait KBIS assez facilement. Ici, quand même, pour avoir la licence, l'équivalent du KBIS ici à Dubaï, il faut quand même avoir un espace, soit un espace physique, un local, un bureau, ou alors avoir ce qu'on appelle le FlexiDesk, l'espace partagé dans un business center. Donc, et ça, c'est extrêmement important à comprendre pour qu'on puisse déjà obtenir la licence. Après, il y a toute la partie orientée ministère du Travail. Ça veut dire que avoir la licence ne nous donne pas automatiquement le droit d'embaucher. Il faut quand même obtenir soit ce qu'on appelle la Establishment Card, c'est la carte du ministère du Travail, ou alors si c'est à la ville de Dubaï, il y a quand même la Labor Card, etc. Il y a un tas de procédures à prendre. Il y a ce qu'on appelle Opening Immigration File, l'ouverture du fichier au niveau de l'immigration, pour ensuite pouvoir démarrer les visas de résidence. Et il faut savoir que pour habiter à Dubaï, pour vivre à Dubaï, il faut avoir un visa de résidence. Et pour l'avoir, il faut être sponsorisé par la société. Donc, donc soit l'entrepreneur est sponsorisé par sa société, par sa free zone, ou alors les employés vont aussi, eux, être sponsorisés par la société en free zone ou en la ville de Dubaï. Et tout ça, il y a des procédures administratives où nous lançons les demandes, les contrats de travail, les demandes de visa, les visites médicales et ce qu'on appelle maintenant le Emirates ID, la carte d'identification nationale. Donc tout ça, ce sont des procédures que peuvent durer entre 1 à 3 mois, d'accord? Donc c'est quand même des procédures qu'il faut suivre. Et ça a l'air super compliqué en fait de monter une boîte à Dubaï. Non, on dirait, parce que quand tu en parles comme ça, Sergio, c'est moi j'ai mes sociétés à Dubaï, mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je me dis, imagine, j'ai pas de société, ça donne pas envie. Ça a l'air d'être tellement complexe. Si je suis à l'étranger et que j'habite pas à Dubaï, par exemple. Waouh, j'aurais tendance à répondre à la place de Sergio et de dire, mais c'est justement à ça que servent les PRO, et c'est peut-être aussi la raison de ce type de métier. Qu'en penses-tu, Sergio? Écoutez, moi, je mets à ma place en 2009, quand je suis arrivé ici, effectivement, je ne savais pas ce que c'était le ministère des Affaires étrangères ici à Dubaï. Je ne sais pas ce que ça voulait dire légaliser les documents auprès d'une chambre de commerce, etc. Donc, sont des choses qu'on apprend ici. Et à chaque fois, il y a des procédures. À l'époque, je m'en souviens qu'on me demandait la NOC. La NOC, pour tous ceux qui habitent à Dubaï, nous savons exactement ce que c'est. Quand nous démarrons ici, nous savons que ça veut dire la Non-Objection Certificate. C'est une lettre d'autorisation à. Et donc, il y a tellement de documents qu'on va nous demander ici. C'est normal, en France, c'est pareil. Il y a le dossier. On connaît le dossier quand on y habite. Si c'est la première fois, c'est normal qu'il faut passer par ce procès. Mais il faut savoir aussi qu'à Dubaï, il y a une concurrence entre les free zones. Et donc, il n'y a pas une seule façon de faire les choses. Il y a plusieurs free zones qui nous donnent des différentes opportunités. Il y a aussi la ville de Dubaï, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que
pour certaines activités, il faut être dans la ville de Dubaï parce que c'est un métier technique orienté vers le marché de Dubaï. Donc, et ça, c'est notre rôle aussi, c'est de bien comprendre l'activité parce qu'il faut pas prendre, on peut par exemple être porté à faire à démarrer une société dans une free zone, pas à Dubaï, dans un autre émirat, parce qu'éventuellement les prix seront un peu plus compétitifs. Mais alors, ça dépend de quoi. Comment on choisirait, pardon Sergio, mais comment on choisirait si on ouvre à Dubaï ou en free zone? Ça, c'est une question que les gens se posent tout le temps. Déjà, le choix basique de est-ce que c'est Dubaï Land, la outside free zone, ou alors à l'intérieur d'une des free zones, avant même de choisir quelle free zone, quoi que ce soit. Oui, alors moi j'apporterai un petit ajout à la question. Il faudrait peut-être qu'on définisse pour les gens qui ne sont pas à Dubaï, ce que c'est que le mainland, ce que c'est le offshore, qu'est-ce que c'est les free zones par rapport à la législation de Dubaï. Tu peux nous faire un petit topo là-dessus, Sergio? Alors, de façon très très simple, d'accord? Oui. Alors, les offshore, ici on les appelle aussi sociétés internationales, d'accord? Ce sont des sociétés qui nous donnent le droit, la possibilité de commercialiser nos biens et nos services à l'international, d'accord? Ce sont des sociétés qui ne nous donnent pas le droit d'avoir ni un bureau, ni des visas de résidence. Soyons clairs, d'accord? Donc, c'est une société qui est créée comme véhicule spécialisé pour commercialiser dans d'autres pays. C'est le cas concret des sociétés internationales. La grande majorité de nos clients préfèrent démarrer par ce qu'on appelle des sociétés en free zone. Free zone, c'est zone franche. Donc déjà à Dubaï, nous le savons tous, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés pour l'instant. Et donc, et c'est le cas de la free zone. La free zone est créée dans un objectif d'avoir éventuellement de faire la croissance, d'avoir un bureau, de pouvoir embaucher du personnel avec des visas de résidence et de commercialiser ses biens et services, soit dans la free zone, soit avec d'autres free zones, soit à l'international. D'accord? Et c'est le grand but des sociétés en free zone. Après, il y a bien évidemment les sociétés en mainland, dans la ville de Dubaï. Et dans ce cas-là, ce sont des sociétés qui vont commercialiser leurs biens et services très orientés vers la communauté locale, vers les personnes qui habitent à Dubaï. Pas vers les sociétés à Dubaï? Il y a les personnes? Non, oui, ça dépend. Il y a le cas le plus simple, c'est nous avons énormément de clients qui disent je veux avoir une boutique, un magasin de vêtements à Dubai Mall. C'est le cas concret où il faut avoir une licence, comme Thierry l'a dit très bien, en mainland. C'est une licence à Dubaï avec une société de trading, de commerce de vêtements qui va s'installer à Dubai Mall ou dans un autre mall. Dans ce cas-là, ce n'est pas une société en free zone, c'est une société en mainland. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est si j'ai des clients à Dubaï Mainland, mais si je choisis d'avoir une licence commerciale à Dubaï Mainland, il faut que ce soit des clients B2C, je veux dire individus, des clients finaux individus, ou est-ce que c'est aussi pour les sociétés? C'est-à-dire si mes clients, c'est des sociétés en B2B? Alors, la règle, c'est que les sociétés en free zone peuvent commercialiser leurs services et leurs biens, surtout c'est leurs biens, à d'autres sociétés en mainland, dans la ville de Dubaï, que eux, ils vont agir comme distributeurs, d'accord? Donc, comme sociétés qui vont distribuer les marchandises qui ont été achetées de la free zone. Dans la vente de services, c'est un peu plus complexe que cela, donc ça, il demanderait à avoir une autre transmission dédiée à la vente de services de free zone vers le mainland. D'accord. Donc, ok. Tandis que la société en mainland peut vendre des services et des marchandises dans Dubaï, B2B, B2C, vers la free zone, etc. Donc, il y a effectivement, parfois, ça peut être plus simple de démarrer en free zone, mais si le business est orienté vers le client final et c'est B2C à Dubaï, je dirais que dans ce cas-là, ce n'est plus une free zone, c'est une société en mainland. Il ne faut pas avoir peur de créer la société en mainland, c'est juste une question de décider par rapport au business model s'il faut le faire en free zone ou en mainland. Je pense que le tarif de démarrer en free zone ou en mainland, on ne devrait pas se poser cette question. Il faut s'orienter business et savoir où est-ce qu'on veut être dans 1 an ou dans 2 ans. Ouais. D'accord. Et parce que effectivement, c'est plus galère entre guillemets
commencer en free zone, puis après se dire, oh mince, il fallait absolument que je commence à Dubaï, de casser la société là, de recommencer une autre. En fait, il y a plus de frais finalement de faire une erreur que de bien faire du premier coup, c'est ça? Nous avons tous fait cette erreur, même moi-même. Une des premières sociétés que j'ai créées, c'était dans un autre émirat, parce qu'effectivement, c'était plus intéressant au niveau tarif, c'était plus rapide. Mais après, on voit qu'avec l'évolution, si on se rend compte que nos clients, nos partenaires, logistiquement, tout est à Dubaï, pour moi, ça n'a pas de sens d'être dans un autre émirat. Si par contre, on a une société qui va facturer, qui va vendre des marchandises, des services dans le monde entier, et la personne, l'entrepreneur n'est pas physiquement basé à Dubaï, je vois aucun inconvénient d'être dans un autre émirat. Il y a des émirats fantastiques comme Ras Al Khaimah, comme Umm Al Quwain, comme Fujairah, etc., qui sont très compétitifs et qui nous offrent des solutions très intéressantes. Mais il faut prévoir, d'accord, si l'entrepreneur, la famille, etc., vont venir s'installer à Dubaï, si les partenaires sont tous à Dubaï, moi je dirais qu'on crée la société dans la vie dans laquelle on vit, d'accord. Donc d'accord. Voilà. D'accord. Dis-moi si c'est vrai ça, mais pour se créer une société à Dubaï Mainland, il faut un émirati, un sponsor émirati ou pas? Alors, il y a les deux cas de figure, d'accord? Il y a la société classique de trading, de commerce, ouais. Et là, effectivement, il faut avoir ce qu'on appelle un sponsor ou un partenaire local émirati qui va détenir 51% de notre activité à Dubaï, d'accord? Là, ça fait super peur, là. Ouais. Là, ça fait super peur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à qui on va donner 51% de notre société. Alors, la règle, déjà, il faut séparer les choses. Il y a les sociétés de trading et les sociétés de services, d'accord? D'accord. Donc, commençons d'abord par la partie service. Dans le cas où il s'agit d'une société de services, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un sponsor ou d'un partenaire. Il s'appelle de ce qu'on appelle un Local Service Agent. C'est une personne effectivement émirati oui. et son rôle, c'est de nous aider avec toutes les procédures au niveau de l'immigration et du ministère du Travail. D'accord? Et c'est pour ça. Donc cette personne ne détient pas 51% de notre activité. En fait, l'associé étranger, l'entrepreneur, détient 100% de son activité. Pourtant, il y a ce contrat avec le local agent et dans ce cas-là, cette personne émirati, il sera là pour nous aider à faire les démarches auprès de l'administration pour la partie ministère du Travail et immigration. Donc ça, c'est l'option service. Côté trading, effectivement, il y a les règles, c'est que dans les statuts de la société, il faut prendre un partenaire local. C'est essentiel d'avoir un bon rapport, d'être en bon terme avec le partenaire local. Parce que c'est une personne qui non seulement, c'est une personne qui est respectée dans l'industrie, respectée aux Émirats, et qui en cas quand il y a certains obstacles, certaines procédures, etc., c'est une personne qui peut vraiment nous aider. Donc c'est dans un pays où on ne connaît pas, où ce n'est pas en free zone, c'est essentiel d'avoir un bon partenaire local. Donc effectivement, après il y a un arrangement alors il faut aussi faire la différence. Il y a des partenaires locaux qui investissent aussi avec les associés étrangers. Donc il faut voir ça ce côté positif aussi. Il y a des sociétés qui arrivent ici avec des idées magnifiques et qui ont quand même envie d'avoir un bon partenaire local qui connaît le marché et qui est prêt aussi à investir avec eux. Donc du coup, ça donne aussi... Et toi, j'allais te dire, dans justement le fonctionnement de ta société, tu as un bon partenaire local pour tes clients ou pas? Oui, tout à fait. Alors, nous avons toujours, je ne vais pas révéler des noms ici sur Facebook, mais effectivement, nous avons des personnes très respectées dans l'industrie et qui nous aident énormément quand on a des projets, surtout quand on a des projets complexes qui dépendent aussi des approbations de plusieurs ministères, etc. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un que non seulement qui s'y connaît, mais qui est quand même, c'est un national du pays, donc ça peut nous aider. Qui est connu en fait, dans les administrations, qui peut, entre guillemets, ouvrir des portes. Tout à fait. Faciliter les choses. D'accord. C'est intéressant ça. Donc là, effectivement, si c'est du trading, c'est-à-dire du commerce de biens, de produits, alors il faut effectivement que 51% des parts de la société partent
à une personne émirati. Et est-ce que ça veut dire qu'on leur donne 51% du profit? Ça veut dire quoi? Non, tout dépend de l'arrangement après qu'il y a entre le partenaire local et l'associé étranger. D'accord? Il y a plusieurs types d'arrangements. Tout dépend de la participation active ou pas de ce partenaire local dans l'administration des sociétés. Il y a certaines personnes qui trouvent un arrangement pour que le partenaire local n'ait pas besoin de prendre 51% des bénéfices de la société. Ça dépend aussi de l'investissement financier de chaque partenaire dans l'activité. D'accord. Donc, attends, juste une seconde, pardon, parce que moi, j'ai des exemples comme Carrefour, Peugeot, ces gens-là, ils sont alors sur ce type de contrat, 49-51, des entreprises locales. Alors, si tu vois même dans tout ce qui est automobile, tu vois aussi des grands groupes, qu'on peut pas mentionner le nom, mais des grands groupes qui détiennent effectivement plusieurs marques, d'accord? Donc, c'est les marques internationales qui ont les enseignes internationales, qui ont établi des accords de partenariat avec des familles locales, et c'est tout à fait normal parce que c'est la raison pour laquelle aussi ils ont aussi des entrepôts dans la Shakeside Road, dans des endroits où sans ce partenaire local, ça serait presque impossible d'avoir des emplacements de ce niveau-là. Donc ça marche dans les deux sens. Attention, il faut pas penser que le partenaire local, le risque est aussi de son côté d'entrer dans un partenariat avec l'associé étranger, d'accord? Donc il faut voir dans les deux sens. Donc c'est pour ça que parce que on le sait très bien, son nom, le nom du partenaire local apparaît sur les statuts de la société. Et en cas de faillite, le partenaire local est aussi responsable, peut aussi être responsable de ce que. Donc c'est pas de la blague en fait. Ouais, d'accord. C'est pour ça que je dis toujours, il vaut mieux. Je pense que c'est très important. Nous, ce qu'on fait toujours, c'est de présenter l'investisseur étranger au partenaire local. Et il faut qu'il y ait quand même une entente, et aussi il faut aussi qu'il voit. Moi, je pense que c'est essentiel que le partenaire local se rende aussi compte du projet que l'entrepreneur va mener ici à Dubaï, parce qu'il y a des projets très intéressants, et donc il y a des partenaires qui disent je ne veux pas être un silent partner, un partenaire silencieux. Je veux vraiment m'investir, je veux m'impliquer dans le développement de cette activité. C'est là aussi c'est intéressant, et parfois ça peut générer d'autres nouvelles opportunités. Donc il faut pas avoir peur du partenaire local. Le partenaire local est là pour nous aider, d'accord? Question rapide, juste un oui ou non, hein? Oui ou non, d'accord? Si je suis nouveau à Dubaï, j'ai juste besoin d'un visa pour moi et ma famille. C'est tout. Parce que sur mon passeport, je peux rester à Dubaï qu'un maximum de 3 mois. Est-ce que quelqu'un comme toi peut m'aider ou pas? Alors, moi, je propose toujours, si vous êtes ici à Dubaï, et si vous venez essayer, tester le terrain à Dubaï, moi je dirais que si vous voulez rester, la seule façon de réussir commercialement à Dubaï, c'est d'y vivre, c'est d'y passer du temps, d'accord? C'est d'aller frapper aux portes. Non, pas pour. Mettons que je veux pas, j'ai pas une ambition d'activité commerciale, mais je cherche juste à avoir des visas de résidence pour pouvoir vivre ma famille ou moi tout seul à Dubaï. Est-ce que je vais vers quelqu'un comme toi? Est-ce que tu peux m'aider, toi, Sergio, ou pas? Tout à fait, mais il faut savoir qu'il faut créer une société de conseil. D'accord, parce que le principe, c'est toujours du sponsorship. Il y a le sponsor, d'accord? Donc, une personne qui veut s'installer à Dubaï, qui arrive avec un passeport européen. Avant, c'était, comme vous le savez, c'était 30, on pouvait rester 30 jours dans le pays. Maintenant, c'est jusqu'à 90 jours. Donc, déjà, ça nous donne largement le temps de chercher des opportunités. Mais si on veut rester dans un espace de temps un peu plus long, mon conseil, c'est de créer une société. Et aussi, après, pourquoi être employé par une société, ou pourquoi ne pas offrir ses services à une société en utilisant la société qu'on a créée. Donc moi, je dirais que dans ce cas-là, si vous voulez rester, la solution la plus simple, c'est de créer une société, pour pouvoir démarrer son activité ici, et ça se peut que cette activité servira vraiment à démarrer quelque chose. À démarrer quelque chose, voilà. Ouais. C'est quoi tu voulais dire quelque chose? Vas-y, Thierry, je te vois. Oui. Ça y est, pardon. C'est pas grave. Non, c'était juste, comment dire, en fait, les membres du groupe posent des questions, et là, il y en avait une qui s'insérait dans la conversation, qui est justement, en fait, la rétribution du partenaire local. Donc, en fait,
tu donnais le cas, tu en as parlé il y a 30 secondes du silent partner, c'est-à-dire celui qui intervient pas trop. Est-ce que est-ce que tu peux détailler grosso modo le type d'accord qu'on peut avoir avec ses partenaires? C'est négociable. Il y a des sociétés, il y a des entrepreneurs qui sont quand même dans des activités très pointues, qui sont eux qui ont la maîtrise de toute l'activité. Effectivement, ils se mettent d'accord avec le partenaire local, ou le partenaire local ne va pas intervenir dans le management de la société, dans des activités du quotidien. Il va pas participer non plus aux bénéfices, d'accord? Mais par contre, il va pas non plus investir dans la société. Donc, c'est négociable, d'accord? C'est au cas par cas. Ça dépend de la structure de la société, de la taille de la société et aussi de l'image qu'il y a à la société. Renault, c'est une chose, c'était une société qui n'est pas connue, ça n'est une autre, d'accord? Donc, c'est effectivement possible et c'est négociable. Ça dépend de ce que tout le monde met sur la table, en fait. Ça dépend de ce que chacun peut mettre sur la table, et puis après, c'est discutable. Voilà. Et puis donc, pour répondre à je crois que c'est Ayoub qui avait posé la question. Donc en fait, grosso modo, si tu as un partenaire silencieux, tu peux en arriver à négocier avec lui, par exemple, une forme de redevance que tu lui verses tous les ans, et lui n'intervient pas dans la société, et il est réellement pas tout à fait dans le capital. Là, on parle du local service agent. Ouais. Si le local service agent, c'est ça, hein, Sergio, on peut lui donner par exemple un sponsor fee, I guess, once a year, une fois par an, et après, du coup, c'est tout ce qu'il prend lui pour ses services. Non, je parlais même pour un trading. Mais c'est aussi pour le trading. Si c'est de l'intérêt de l'entrepreneur et aussi du partenaire local, s'il y a un entendement, effectivement, c'est comme ça. Même ça, c'est possible à ce moment-là. C'est pas forcément un partage de profit. Non. Voilà, donc ça répond vraiment, en fait c'est très large, ça dépend vraiment de plein de choses, d'accord. Voilà, ça va dépendre de plein de choses, et ça va dépendre aussi donc du partenaire local qu'on a trouvé. Tout à fait. Voilà. Ouais, c'est très bien. Donc alors, tu voulais dire Hamza? Avant de me faire interrompre par Thierry. Non, pas du tout. Moi j'avais une question par rapport aux taxes. Tu sais qu'on met en place la VAT à partir de janvier. Est-ce que, il faut faire attention à d'autres choses? Est-ce que il y a des choses que tu fais en plus ou que tu vas faire en plus par rapport à ça? Est-ce que les démarches vont être plus longues? Est-ce qu'il faut falloir, par exemple, présenter un audit de société ou des choses comme ça? Tout à fait. Alors, tout d'abord, je suis pas un expert au niveau des impôts et de la TVA, donc on attend avec impatience pour savoir toutes les règles, surtout par rapport en free zone. Et donc, je pense que nous attendons tous avec impatience pour savoir exactement qui est quoi. En tout cas, il faut pas avoir peur de la TVA. Nous sommes quand même dans un pays où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, et il faut quand même savoir qu'il y a un ticket d'entrée, d'accord? Et donc ça, c'est essentiel à savoir, parce que dans la plupart des pays européens, démarrer sa société, on peut aller au registre de commerce nous-mêmes et créer la société en quelques jours et avec des frais très limités. Ce n'est pas le cas à Dubaï, d'accord? Donc à Dubaï, il faut savoir qu'une société multinationale ou une société familiale, quand nous créons la société dans la même free zone, nous payons exactement les mêmes montants, d'accord? Donc, pour une société qui facture 100 millions d'euros, c'est une chose. Pour une famille, démarrer sans aucune facturation, payer les mêmes frais, ça peut représenter quand même un obstacle en soi-même. C'est essentiel à savoir qu'à Dubaï, nous ne payons pas d'impôts, mais par contre, il y a un ticket d'entrée. Ce ticket d'entrée s'appelle, comme tu l'as dit très bien, c'est la licence, c'est la carte du ministère du Travail, c'est les visas, c'est les procédures, c'est les approbations des free zones et des différents ministères. Chaque fois qu'on a une activité un peu plus complexe, il y a aussi des frais à payer au ministère. Donc, tout ça, c'est à savoir quand on démarre un dossier de création de société à Dubaï, c'est les premiers frais qu'il faut. Mais combien, Sergio, combien? On parle de combien? Écoute, il y a que nos auditeurs là, ceux qui regardent, ils voudront avoir quelques chiffres, même si ça va dépendre peut-être, je sais pas.
Écoute, on peut démarrer. Je te parle des frais des free zones. Il y a des free zones où on peut être environ à 4 000 € l'an et on peut monter jusqu'à 15 000 €. Donc c'est quand même, il y a cette fourchette. Je dirais entre les 4 et les 15 000, c'est quand même une fourchette assez large. Ça inclut le visa Non, ça inclut le coût de la licence et soit du desk, de ce fameux bureau, pas virtuel, mais dans un business center. Donc, c'est très difficile de parler coût maintenant, mais il faut savoir que c'est ça. Donc, il y a quand même des frais importants dès le moment où on arrive à Dubaï, d'accord? Et en sachant que pour des familles qui arrivent ici et qui ont quand même les 3 mois pour tout résoudre, il faut savoir aussi qu'il y a quand même des délais importants entre le moment où on a l'idée, pour avoir la société, avoir ensuite la carte du ministère du Travail et ensuite démarrer les visas. Les 2 mois, ça va très vite à Dubaï, d'accord? Ouais. Donc, d'accord. Oui, ça va. Donc, il y a des délais de 2 mois et il y a des coûts. Ouais, vas-y. Et là, comment dire, pour avoir vu, enfin, comme toi, Hamza, je le pense aussi, des gens arriver, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est prenant. C'est-à-dire que quand vous arrivez à Dubaï, grosso modo, pendant 1 mois, voire 2 mois, vous allez avoir 2 impressions. 1, de passer votre temps en formalité, et 2, vous allez en parallèle avoir l'impression que ça avance pas. C'est-à-dire que vous êtes dans une sorte de mode d'attente, et puis comment dire, une formalité, je sais pas moi, on va dire ça prend 1 mois, par exemple pour avoir un visa, ça prend entre 1 semaine dans un cas merveilleusement parfait, et puis 1 mois et demi, et même moi j'en vois passer des gens qui ont des visas, ça leur prend 2 mois parce que il se passe des tas de choses, mais ça le PRO ne leur explique pas, ne projette pas ses angoisses sur les gens, c'est-à-dire que le PRO va être obligé de retourner, de modifier des documents et ainsi de suite, et vous êtes en train d'attendre, et donc vous voyez les jours qui passent, et vous avez l'impression qu'il se passe rien, sauf que 2 mois à l'échelle d'une vie, c'est hyper rapide. Mais c'est des choses qu'il faut bien anticiper quand on vient s'établir à Dubaï. C'est que on vient pas à Dubaï sans argent. Faut avoir de l'argent pour tenir au début si on veut créer son entreprise. Faut avoir de l'argent pour tenir, je dirais entre 3 et 6 mois minimum. Ça c'est vraiment le minimum. Et c'est un truc qui est pas forcément bien anticipé. Voilà. Je voulais juste ajouter que quand on voit arriver des gens à Dubaï, il faut aussi savoir que il y a 2 cas de figure. Il y a le manager de la société, une société en France par exemple, qui décide de créer une filiale ici à Dubaï. Donc parfois la personne n'est même pas ici. Et donc nous avançons avec la procédure de création de société et donc le bureau y est, etc. Et il y a le manager qui va arriver le moment qu'il y a déjà son entry permit, le visa qui va lui permettre d'avoir ce visa de résidence ici à Dubaï. C'est le cas idéal, d'accord? Malheureusement, ça n'arrive pas si souvent que ça. Donc, il y a aussi le cas où la famille arrive ici. On n'a même pas encore commencé le dossier de démarrage de la création de la société. Donc, il faut aussi savoir qu'une famille qui débarque ici à Dubaï, qui arrive à Dubaï, il faut créer une société, il faut chercher l'école pour les enfants, il faut faire le visa du mari qui ensuite va sponsoriser l'épouse ou vice versa, plus les enfants. Donc tout ça, c'est des procédures, c'est un changement de vie aussi qu'il faut prévoir. Donc d'accord. Donc on change pas une vie en 2 mois. Donc on le sait très bien. Peut-être qu'on n'y pense pas quand on habite chez nous, parce qu'on a mis quand même des années à avoir notre carnet de permis de conduire, notre visa, etc. Enfin, pas notre visa, notre passeport. Ici, on essaie de faire énormément de choses en 2 mois. Moi, je pense que pour créer une société, pour changer toute une vie, ce n'est pas énorme. Non, c'est clair, il faut bien faire les choses. Tout à fait. Donc voilà. Donc il faut. J'avais une question, moi, Sergio. Tu sais, le monsieur qui viendrait, enfin, là, c'est tout petit peu extérieur à l'entrepreneuriat, mais si j'arrive à avoir un travail ici. On me donne le visa, mais est-ce que mon employeur doit payer le visa pour ma famille aussi? Alors, ça dépend de la taille de la société. Ce n'est pas une obligation, d'accord? Il y a certaines sociétés qui le font, que automatiquement, le moment que la personne, ça peut être l'homme ou la femme, qui ont le visa de la société, qui aide les employés, la famille à obtenir, femme ou mari et enfant, à obtenir le visa. Il y en a d'autres qui ne le font pas, d'accord? Donc, il y a la majorité, pour toi, c'est quoi? Pardon?
la majorité des sociétés, des employeurs, pour toi, ce que tu vois, c'est la majorité ne le font pas ou ils le font? Ça a beaucoup changé pendant les années, comme tu peux imaginer. Ouais. Je pense qu'à une époque où il y avait moins de personnes à Dubaï, effectivement, c'était un petit peu la tendance que la société s'occupait aussi de faire venir la famille et donc des visas. En ce Maintenant, moment, c'est plus le cas. Dubaï n'a pas besoin d'attirer des personnes. Nous sommes tous automatiquement et naturellement attirés par Dubaï. Donc c'est un petit peu, il y a les deux cas. On peut pas dire, il y a aussi, ça dépend aussi, c'est le manager de la société ou c'est une personne qui travaille, une assistante, etc. Tout dépend du profil de la personne et du profil de la société. Il n'y a pas une règle. Tout à fait. En fait, c'est important de souligner que pour quelqu'un qui vient qui a trouvé un travail à Dubaï, ça fait partie des choses des questions qu'il faut poser avant. C'est-à-dire que voilà, il y a pas d'obligation légale pour les entreprises de payer le visa des conjoints et des enfants et comme d'autres choses, de participer au logement ou de participer à l'école. Et ça, c'est comme Hamza l'avait dit dans une émission qu'on avait fait aussi sur la recherche d'emploi à Dubaï, ça fait partie des choses, il faut pas hésiter à poser la question parce que c'est pas une fois que vous êtes arrivé à Dubaï que vous allez aller voir votre patron, que vous allez lui demander un visa pour votre épouse, un pour vos 3 enfants, puis tant qu'on y est, est-ce que vous pourriez me payer l'école des gosses? Non, malheureusement. Alors, il faut savoir. Pardon. Vas-y, Sergio. Il faut savoir qu'à Dubaï, parler d'argent, ça choque personne. Il vaut mieux le savoir avant, effectivement. Il faut savoir, si vous venez ici en tant qu'entrepreneur, il y a le ticket d'entrée qui est important et en plus, ce sont vos économies personnelles. Donc déjà, c'est une aventure, d'accord? Venir ici, quand vous êtes sponsorisé par une société, c'est toute une autre histoire. Donc il faut bien savoir s'il y a ce qu'on appelle des allowances, des aides de la part de la société pour le logement, pour l'école, etc. Donc tout ça, c'est important. L'assurance, qui est l'assurance santé, oui. Et donc, vous le savez très bien, Dubaï a un tas d'hôpitaux privés. Donc, et là, c'est essentiel d'avoir une bonne assurance, d'accord? Pour l'homme, pour la femme et pour les enfants. Donc, tout ça, c'est à prévoir. D'accord. Pas hésiter de poser la question. Sergio, tu sais que ta société, relocationdubai.net, est-ce que quand on entend relocation, alors je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, j'aurais pu te poser la question en antenne, mais est-ce que ça insinue aussi que tu peux aider les gens à s'insérer, c'est-à-dire les écoles, à sélectionner les écoles ou les aider à trouver un logement aussi, ou non, tu fais vraiment que le côté… Tout à fait. En fait, l'idée de base, c'était d'aider les entrepreneurs et les familles à s'installer à Dubaï. Donc, on commençait, et pour nous, tout est lié parce que venir ici sans que nos enfants soient déjà à l'école, c'est très risqué. Donc, on démarre plusieurs projets en parallèle, où c'est effectivement la création de la société. Et en parallèle, on commence tout de suite la recherche des écoles. Après aussi, il y a, comme tu le sais très bien, il y a peut-être 3 ou 4 ans, la recherche des écoles était presque impossible si on s'y prenait pas un an à l'avance. Minimum, des fois plus longtemps, déjà prise. En ce moment, heureusement, que il y a plusieurs nouvelles écoles qui entrent dans les 2-3 dernières années qui sont créées. Donc, c'est un petit peu plus simple. Il y a aussi la partie logement. Effectivement, il y a un tas de nos clients qui disent « Je veux vivre à la Marina ». Nous, notre rôle de consultant aussi, c'est dire oui, il y a la Marina, mais il y a la Palme, il y a aussi un tas d'autres quartiers que les personnes qui n'ont jamais vécu à Dubaï, qui ne connaissent pas. Et nous, notre but, c'est un peu de conseiller les personnes et dire voilà. Voilà, si je te contacte, si je suis en France en ce moment, par exemple, si je te contacte, Sergio, est-ce que tu peux aussi me donner un coût de la vie? Parce que c'est bien de dire je vais habiter ici, mais est-ce que tu peux me dire par exemple aussi, attention, les loyers ici, c'est entre ça et ça, attention, les loyers ici, il faut compter entre ça. Le prix des écoles, tout ça, est-ce que je peux l'avoir de toi aussi ou pas? Oui, tout à fait. En fait, nous, dans le cadre de notre mission, ce qu'on fait, c'est nous aidons les personnes à chercher des logements et à chercher, à inscrire les enfants aux écoles. Donc ça fait partie. D'accord.
Alors moi je te pose une question aussi parce que je me dis que s'il y a des gens qui sont intéressés à discuter avec toi, est-ce que tu charges par heure? Si jamais, mettons que moi je suis en France en ce moment et que je me dis c'est bon, j'ai mon projet, je veux juste avoir quelques plus d'informations, etc. Est-ce que là je suis obligé de te payer pour cette première consultation ou pas? Non, mais nous, la façon dont on travaille, je pense que la plupart des personnes qui sont ici à Dubaï, c'est que le moment où nous démarrons un dossier, là, effectivement, c'est le moment où nous allons facturer. Mais pour donner quelques conseils, ce n'est pas notre but et on ne facture pas l'heure, on facture par mission accomplie, d'accord? Donc, normalement, quand on s'engage, c'est jusqu'à la fin. C'est-à-dire, on va arriver au moment où la société est formée, où la personne a un logement, où le logement à toutes ce qu'on appelle les utilities, l'électricité, l'eau, la clim, le téléphone, Internet, etc. Et les enfants sont à l'école, d'accord? Donc, je pense que la plupart des personnes ici à Dubaï travaillent de cette façon-là. Le but, c'est pas de vendre des heures, c'est de vendre quand même, c'est de donner la possibilité. Un résultat. Des résultats, voilà. Donc. D'accord, donc on peut te passer un coup de fil par exemple et que tu conseilles qui que ce soit. Enfin, après attention les amis, regardez quand même l'émission parce qu'il a répondu quand même à beaucoup de questions. Faut pas trop lui poser les questions qui sont dans l'émission, mais c'est vrai qu'on peut te passer un coup de fil, Sergio, et tu peux selon les cas justement orienter, discuter avec les gens sans problème. Tout à fait. D'accord. Et c'est comment, avec quel, le mieux, c'est un numéro de portable ou Oui, je pense que tout le monde nous contacte en ce moment maintenant. Le WhatsApp, c'est la façon la plus simple de contacter tout le monde. Donc, si après tu peux mettre sur un lien vers mon numéro de portable. Voilà. Alors. Pour nos amis, regardez dans la description de l'émission qui est juste au-dessus de la vidéo. Là, suivez mon doigt, c'est juste au-dessus. Vous trouverez le numéro de portable de Sergio. Contactez-le plutôt en WhatsApp parce que si vous êtes en France, ça va vous coûter un bras d'appeler vers Dubaï. Par contre, en WhatsApp, ce sera gratuit. Et puis vous avez aussi son site web, et si Sergio est avec nous aujourd'hui, c'est qu'il y a un Skype. Vous trouverez aussi donc le Skype de son entreprise sur le site de l'entreprise. Voilà. Ah, super. Est-ce qu'on a des questions de nos amis ou pas du tout avant qu'on termine? Vas-y Sergio, tu voulais dire quelque chose, hein? Non, alors moi je voulais rien. Non, c'est bon. Je voulais rien dire d'autre pour une fois. Et en fait, on a répondu aux questions au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de souci. Si, il y a quand même Ayoub qui pose la question: comment trouver un sponsor local? Oui, alors déjà, pour tous ceux qui habitons ici à Dubaï, nous connaissons tous des sponsors locaux. Certains sont nos amis, sont nos partenaires d'affaires. Donc, il faut passer toujours soit par des sociétés qui sont déjà dans le pays ou par des amis qui habitent ici dans le pays. C'est la façon la plus simple. Donc, c'est le bouche à oreille qui marche ici à Dubaï. Et donc, effectivement, passer par quelqu'un comme nous, des consultants, etc., des personnes qui sont sur le terrain tous les jours, qui travaillent avec des personnes des entrepreneurs locaux. Je pense que c'est mon conseil. Voilà. Donc, Sergio, moi j'ai une anecdote par rapport à ça. Ouais. J'ai pris un sponsor local directement, ça s'est bien passé. Et j'ai pris un sponsor local directement une autre fois et ça s'est très mal placé. En fait, quand on passe par une société, et ce que je veux dire à tout le monde d'expérience, quand on passe par une société, eux, ils ont des accords, ils travaillent avec cette personne tout le temps, et ils la connaissent. Et ils ont des accords depuis plusieurs années. La fois où ça s'est mal passé, c'est qu'effectivement, je suis passé par quelqu'un qui connaît quelqu'un, toujours un peu comme ça. J'ai dealé directement avec le sponsor local, sauf que le sponsor local, il a tellement de sociétés, mais très très mal organisé. Il a aussi sa boîte de PRO, mais très très mal organisé, et c'était épouvantable. Il nous a fait des contrats de employment, par exemple, en temporaire, au lieu de faire des permanent. Donc, je devais, par exemple, observer 3 months of notice period. 1 month of notice period, mais si jamais quelqu'un partait, je pouvais payer jusqu'à 3 mois, etc., etc. Si les choses sont pas bien faites, par refus de payer un petit peu plus au début, moi j'ai fini par payer beaucoup plus. C'est mes aventures d'un entrepreneur. Donc, je voudrais, oui, bien sûr, il y en a plein.
Hein. Okay. Et souvent, j'ai des questions, tu sais, Sergio, de « Hey, tu connais un Émirati parce que je veux monter une boîte. Tu veux même pas répondre, c'est le début des problèmes. C'est le PRO Emirati, le local sponsor, c'est quelqu'un qui a une expertise, qui connaît, qui doit avoir un réseau dans les gouvernements et qui doit avoir une relation forte avec votre point de contact, parce que vous allez être rarement en relation avec l'Emirati. Donc il faut que, par exemple, quelqu'un comme Sergio, si tu me dis, ouais, moi, on travaille avec un Emirati depuis 3 mois, j'ai pas trop confiance. Si tu me dis, bah non, ça fait plusieurs années, on est sur au moins une 50aine de sociétés créées ensemble. Voilà. Là, je sais qu'ils ont vu des vertes et des pas mûres et qu'il y a une relation solide parce que c'est, voilà. Enfin, oui. Je sais pas. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Ça marche dans les deux sens. Aussi de notre côté, c'est aussi notre image. On va pas s'engager non plus on va pas s'engager à présenter à notre partenaire local une société sur laquelle on a des doutes. D'accord? Il faut que, soyons clairs. D'accord? C'est pour ça que ça s'appelle un partenariat. Donc, du coup, effectivement, quand on présente le projet au partenaire local, c'est parce qu'on y croit. On y croit aux entrepreneurs, on y croit au projet. Et donc, du coup, c'est la façon la plus simple de démarrer un dossier. Effectivement, c'est en passant par des gens qui sont aussi sur le terrain, qui ont des mêmes partenaires locaux depuis des années. Et donc, jusqu'à présent, jamais eu de souci. D'accord. Tout à fait. C'est super. D'autres questions ou pas, les amis? Eh bien, écoute, pour l'instant, pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions. Donc, à moins qu'on ait oublié de dire quelque chose, on va peut-être clôturer l'émission. Sergio, tu aurais envie d'ajouter quelque chose à destination de nos spectateurs? Un dernier conseil, un dernier message? Je pense que Dubaï, c'est quand même un pays qui reste très intéressant, qui nous offre des opportunités magnifiques. C'est un pays où il y a une forte concurrence dans tous les secteurs d'activité, tous secteurs confondus, mais ça nous motive aussi à nous à travailler mieux. Donc, de mon expérience, je vois que tous ceux qui ont fait le pari de rester et qui ont supéré la première année, ils continuent à faire la croissance. Et c'est ça. Il faut pas abandonner juste parce que c'est difficile au départ. C'est normal, c'est difficile partout quand on démarre une nouvelle activité dans un pays qu'on connaît pas. Le début est toujours spécial, difficile partout dans le monde. Et ici à Dubaï, l'avantage c'est que le moment que nous commençons à avoir le réseau, ça marche. Et c'est un pays qui nous motive à donner notre max et à faire la croissance. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sergio. Relocationdubai.net. Relocationdubai.net en un seul mot, c'est ça? Tout à fait. Ouais, merci beaucoup, Sergio. Ça nous fait super plaisir et surtout que, t'es un entrepreneur francophone et surtout, t'as une expertise qui, j'espère, va aider beaucoup de nos auditeurs. Donc, on va essayer de faire plus de choses comme ça et merci d'avoir été le premier, en fait, finalement, j'espère, dans une longue série d'entrepreneurs. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Sergio. Voilà. Merci. Ok. Eh bien, merci Sergio, merci Hamza, et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, ce sera une émission emploi. Restez connectés car ce sera une émission très très intéressante, comme toutes nos émissions d'ailleurs.